Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Nous sommes maudits, n'est-ce pas, messieurs? Bah ouais. Bah on commençait à entretenir l'idée depuis longtemps, mais bon bah voilà, ça y est, c'est fait quoi. Ça y est, donc triple seed, triple dose de lose, puisque l'UFC 249, que Dana White entend bien organiser, vient de perdre son main event. Donc voilà, notre cher Khabib Nurmagomedov est coincé en Russie, alors qu'Abdelaziz, quelques heures avant le live de Khabib, avait dit que non, c'est une fake news, Khabib n'était pas en Russie, il est bien au Daghestan, et Khabib l'a lui-même annoncé sur son Instagram, en expliquant que la Russie avait fermé ses frontières, donc il allait être très compliqué pour lui de pouvoir sortir. Nouvelle confirmée par Abdulmanap Nurmagomedov, le père de Khabib, quelques heures ensuite, et l'UFC a bien évidemment été informé de cela. Il cherche désormais un remplaçant au Dagestanais pour sauver la carte de l'UFC 249. Messieurs, nous sommes maudits. Ça fait 5 fois que nous manquons l'occasion d'avoir ce combat. Je n'en peux plus. Bah personne n'en peut plus, je pense. D'autant plus que bon bah là, alors on va revenir, on va aller dans le détail. Je pense que de ce qui s'est passé, on va aller La dans le France le détail. mérite. La France La le France mérite. le mérite, on le mérite, vous le méritez, tous. Mais en gros, là, donc coronavirus, 2, même si ça reprend, et même si la vie reprend début mai, Ramadan oblige, on ne reverra Khabib de toute façon dans la cage que minimum novembre. 3, on ne sait pas si Ferguson, déjà s'il combat, et s'il combat contre qui, et si contre qui, s'il gagne, voilà, ça fait beaucoup de si. Donc tout ça pour dire que si jamais le combat est bien maintenu et que c'est contre quelqu'un contre lequel il perd, Tony Ferguson, bon bah alors là oui, là c'est complètement mort. C'est-à-dire que là c'est complètement mort et à jamais. Que nous reste-t-il? Que nous reste-t-il? Le suicide, Polydomso? Non, mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire le deuil de certaines choses, faut les laisser aller, tu vois. Faut les laisser s'envoler. S'envoler, exactement. Il faut savoir lâcher prise à un moment donné. Je pense que notre grand tort, c'est d'avoir maintenu cette chimère, d'avoir cru qu'il était possible que quelque chose de bon en ce monde se produise, alors que 2020, c'est quand même une année bien pourrie. Et comme le disait le général, les merdes volent en escadrille. Je pense que là, on en a la démonstration la plus flagrante. Je suis dégoûté parce que moi, j'ai pas envie de voir. Là, je fais mon caprice, mais rien à foutre. Après tout, je suis un enfant de la société de consommation qui a fait de moi un empereur consommateur. Et j'ai pas envie de voir Ferguson combattre un mec dépêché au dernier moment pour aller au casse-pipe juste pour maintenir un événement, pour remplir les bourses des plutocrates qui ont investi dans l'UFC. J'ai pas envie de voir ça. Moi, j'ai pas envie de voir un triste spectacle comme ça. J'ai pas envie que Khabib. J'ai pas envie plutôt que Ferguson soit esquinté encore plus et qu'on n'ait pas le choc contre Khabib. Moi, je pense que ce qui me plairait, mais évidemment, la logique marchande va à l'encontre de ça, c'est que l'événement soit tout bonnement annulé, étant donné la déconfiture. Que Dana White assume qu'il a géré ça, mais comme un débutant, et je le dis, mais vraiment comme un amateur total. C'est-à-dire, on peut pas avoir un business comme ça de plusieurs milliards et pas assurer un promoteur. Mais pas assurer attends, pas assurer le suivi des 2 mecs qui font ton combat phare. Je veux dire, on apprend que le mec s'est cassé en Russie et que Abdelaziz dit non, mais en fait, il est encore aux États-Unis et tout. Et en fait, on peut presque prévoir que Dana White l'a appris au même moment que nous, quoi. C'est ce qui est quand même assez incroyable, tu vois. Moi, je trouve ça mais bluffant. Donc, soit c'est de l'amateurisme et le mec, il laisse passer ses trucs, il tient même pas en fait un contre et un suivi des actifs finalement de sa putain d'entreprise. Donc soit c'est de l'amateurisme, soit c'est du cynisme. Et de toute façon, il savait qu'avec le Covid-19, ça se ferait pas. Donc il a volontairement sabordé ce combat ou laissé ce combat se saborder. Et dans les 2 cas, ça me casse profondément les couilles. Donc voilà. Non, mais honnêtement, je pense vraiment que c'est cette carte Émirats Arabes Unis qui a tout fait basculer. Parce que ça fait quand même 2 semaines que plus ou moins tout le monde croit savoir que ça va être aux Émirats Arabes Unis. Abdulmanap avait l'air convaincu que c'était aux Émirats Arabes Unis. Il disait même, je peux pas vous le dire, mais ça va se faire. Dana White aussi essaie d'entendre que ça allait être là-bas. Et ça fait depuis fin de semaine dernière
que la cote États-Unis commence à remonter. Et je pense que Dana White, il a dû dire à Habib, qui était, à mon avis, assez insistant, bah vas-y, pars aux Émirats ou pars en Russie, de toute façon, ça se fera à côté. Au Daghestan, enfin, ça se fera aux Émirats, il n'y a pas de souci, tu peux partir. Sauf qu'entre-temps, il a dû faire le mort en mode oh merde, ça c'est en train de partir comme option. Les trucs aux États-Unis, il est en train de voir qu'avec le coronavirus, bah maintenant les rassemblements de plus de 10 personnes, c'est plus possible. Il doit être en train de voir avec tous les sites, toutes les options différentes qui deviennent quand même de plus en plus tendues. Et bah, entre-temps, Habib, il a dû se dire aussi, bah, mon camp d'entraînement, enfin, cette dernière ligne droite se passe très mal. Donc moi aussi, je vais faire un peu ce que Dana White fait avec la presse et avec tout le monde depuis le début, parce que c'est pareil pour Francis Ngannou, qui doit aussi combattre. On attend les news de l'UFC pour nous dire où est-ce que vous allez combattre, et pas seulement, ok, vous allez être à l'UFC 249. Et je pense que Habib, au bout d'un moment, il a fait, bon, bah, ok, mec, tu me calcules pas, je vais faire exactement la même chose. Et on en est là aujourd'hui, malheureusement, messieurs. Mais parce que c'est vrai que. Bah, en fait, pardon, ce que je disais, c'est qu'on. Pardon, désolé. Je t'ai coupé la priorité à charge de revanche. Attends. Mais t'inquiète, ce sera pas vraiment long, en fait, c'est simplement de dire. Et en plus, le fait qu'il a appris donc 4 jours avant la fermeture totale des frontières russes qu'elles allaient justement être complètement hermétiques à partir de cette date-là. Donc c'est-à-dire qu'il avait théoriquement 4 jours pour partir de Russie pour aller soit retourner aux States, soit aller, je ne sais pas dans quel autre pays, parce que c'est aussi la question, c'est dans quel autre pays. Mais si vraiment tout était prêt et qu'il ne demandait qu'une seule chose, c'était de faire le combat, il avait 4 jours pour partir et il ne l'a pas fait. Donc soit c'est un ras-le-bol, soit c'est une blessure camouflée et on profite un peu de la situation. C'est pas vraiment on profite, hein, mais la situation fait que bon bah la flemme de mettre le dernier coup de pouce. Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est une débandade qui a l'air d'être d'être un peu, de faire appel un peu à la lassitude. Je pense que de la part de Khabib, il y a eu une lassitude, et je suis d'accord avec toi, Guillaume, qui a fait qu'il s'est dit bon bah, c'est bon, c'est tellement le bordel, c'est pas possible, c'est plus possible. Je reste au moins. Là, je suis sûr de ce que je fais. Bon, bah, je reste en Russie. Voilà, au moins maintenant, c'est assuré. Je vais pas passer 2 semaines à angoisser chaque jour un peu plus sur ce que je dois faire, sur ce que je dois. C'était intenable. De la même manière que ça doit être intenable pour Tony, mais en plus, ben voilà, Khabib, du coup, il est daguestanais. Mais c'est tellement d'angoisse, tellement de stress. En plus de ça, avec le wake-up que tu dois faire, avec les entraînements, honnêtement, c'est infaisable. Et bon, bah, finalement, c'était pas aussi rapide que je pensais, mais je te donne la parole, Polydomso, mais c'est simplement, je finirai là-dessus. Et c'est là où vraiment, en fait, on est en train, ça paraît évident, tu vois, maintenant, mais on est en train de se rendre compte à quel point ça y est, c'est de la folie ce qu'ils font l'UFC, en fait. Essayer d'organiser un événement sportif comme ça, de grande envergure, pendant une pandémie mondiale, c'est complètement débile. Et vraiment, c'est fou. C'est fou. On est en train de s'en rendre compte. Là, c'est comme un mauvais film, en fait. Les États, les pays sont en train de fermer leurs frontières hermétiquement tellement la menace pandémique est dangereuse, et ils sont en train d'essayer d'organiser des combats entre 2 humains pour satisfaire quelques actionnaires, quoi. C'est hallucinant quand même. Ouais, bon, après tout, il y a l'orchestre qui joue sur le Titanic dans le film, il me semblait, hein, quand il coule. Ça n'empêche pas de très bien jouer, hein, cela dit. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, la vertu de la discussion que j'ai eue avec Guillaume et Russ, c'est qu'ils m'ont fait bouger de mon point de vue, parce que, évidemment, mon point de vue, le premier, c'était de dire, oh putain, fais chier, de penser à mon plaisir égoïste, effectivement, et de blâmer un peu à l'emporte-pièce, je l'avoue, je le reconnais, la team de Khabib, ce qui était très con, en fait, à la réflexion, et alors je fais mon mea culpa, parce que c'était mon premier réflexe, et le deuxième réflexe, c'est de me dire, en fait, finalement, je me mets à la place de Khabib, et je pense qu'il a eu raison de faire ça, ce mec-là, parce que c'est un combat pour le titre, faut être à 100% prêt. Il joue sa carrière aussi. Il joue sa carrière, il joue son statut d'invaincu. Pour un mec qui, honnêtement, franchement, ça c'est du mépris, de ne pas dire à son combattant, de ne pas le tenir au courant, c'est un manque de respect, mais énorme. Bah, quelque part, franchement, oui, il a bien fait de se dire, bon, bah, j'attends de voir, je reste l'oreille collée au sol et on verra si on témoigne un peu plus de respect. Ça fait chier. Ça fait chier pour Ferguson. C'est ça, c'est juste ça. Ferguson à chaque fois. Peut-être, on peut espérer
on le saura jamais, la légende ne le dira pas, mais qu'il y a peut-être eu un petit message là, envoyé à Ferguson en disant bah mec, moi en tout cas je reste dans mes confins et on se refera ça peut-être une prochaine fois. Peut-être j'enjolive le truc, hein, j'ai aucune preuve de ce que j'avance, mais c'est peut-être ce qu'il aurait dû faire, tu vois. Peut-être ce qu'il a fait, on n'en sait rien. Mais bon, en tout cas, sur la position de principe de dire moi j'attends qu'on me témoigne le respect eu à mon rang de champion invaincu, bah franchement, je pense qu'il a eu raison de faire ça. Parce que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En plus, moi, franchement, ça me fait plaisir cette histoire parce que on a eu Dana White qui a fait le cowboy, qui a fait le matamor et qui a tonné de sa voix de stentor en disant oui, c'est moi qui organise ce truc et ça se fera parce que j'ai dit que ça se fera. Là, c'est bien, tu vois, c'est un bon coup de réel dans sa gueule, c'est pas volé. C'est pas volé, tu vois, parce que franchement. Alors vous le voyez, vous le voyez ce petit DM sur Instagram, surtout reste à la maison, bon confinement Tony. Allez, à la Non, prochaine. honnêtement, on Non, n'en sait rien parce qu'on découpe des choses. Après, moi, je me souviens qu'après pourtant, ils s'étaient chafouinés un petit peu. Ils n'ont jamais reparlé, donc ça prouve que c'est quand même des gentlemen. Mais je sais plus, ça devait être la deuxième fois où non, où Khabib s'était blessé. Tony Ferguson ouais, allait chercher et il avait envoyé un DM en disant mec, bonne récupération. c'est ça, exactement. Prends soin de toi, t'es un champion et tout. Et ils n'ont jamais refait référence derrière parce que c'est des Ça. gentlemen, parce qu'ils pourraient dire, il aurait pu avoir le coup de pute de dire, bah mec, tu fais le show devant les caméras, mais tu t'es quand même enquis de mon bien-être avant, tu vois. Donc je pense qu'il y a entre eux, je pense qu'il doit y avoir un vrai respect. Il y a le Ah, mais théâtre. McGregor aussi, hein. McGregor aussi avait envoyé des messages à ce moment-là, parce que c'est vrai que Tony Ferguson était c'était compliqué pour lui. Enfin là, maintenant, la question, les gars, c'est que va faire l'UFC? Est-ce qu'ils vont poursuivre comme ils ont l'air de le faire? Là, pour l'instant, c'est selon Ariel Helwani, j'ouvre les guillemets, l'UFC est déterminé à organiser l'événement. Je ferme les guillemets. Dana White est donc toujours en mission, coûte que coûte. Il va y avoir un événement UFC le 18 avril prochain. Maintenant, la question, c'est quoi? Est-ce que Tony Ferguson va être maintenu? Masvidal s'est proposé. Et j'ai vu aussi un truc comme quoi peut-être que Masvidal, il y aurait potentiellement Masvidal Kamaru Usman. Masvidal pourrait aussi éventuellement descendre, même si ça peut être compliqué. Dustin Poirier s'est proposé. Et l'UFC, par contre, c'est l'UFC qui veut organiser le plan numéro 1 de l'UFC, c'est Justin Gaethje contre Tony Ferguson. Mais pour l'instant, ni l'un ni l'autre n'ont répondu favorablement à cette proposition. Mais alors du coup, c'est ce qu'on se disait, mais pour un combat, si jamais il y a un combat Justin Gaethje contre Tony Ferguson, et personnellement, je suis d'accord avec Poidomso, j'ai même pas envie de voir ça. Tony Ferguson, j'ai envie qu'on le respecte en fait. Mais si combat il y a Tony Ferguson contre Justin Gaethje, je pense qu'on n'a plus le choix. Et je sais qu'on va me tomber dessus par rapport à Khabib et tout, mais j'ai envie de dire, si vraiment ils veulent le garder ce combat, si vraiment ils veulent le garder cet événement, alors faites-le pour la ceinture, la vraie, tu vois. Si vraiment vous voulez respecter Tony Ferguson, faites-le pour la vraie ceinture. Si vraiment vous voulez absolument que cet événement voit le jour, sorte de terre. Faites-le pour la ceinture heavyweight. Si vous voulez vraiment que cet événement ait lieu au milieu d'une espèce de pandémie mondiale, où tu sais, c'est comme dans les films où tu as la lave en fusion qui est en train de sortir du sol et les mecs ils jouent badminton, ben, j'ai envie de dire. J'ai pas vu ce film. Je l'ai pas vu ce film. Ouais, en fait, j'ai fait un mix. C'est un mix entre Mélancolia, Speed de Superman et bon bref, Star Wars. Mais en tout cas, si vraiment vous voulez faire comme ça les shows et vraiment montrer les pectoraux, allez-y à fond et respectez Tony Ferguson en lui donnant la vraie ceinture, le combat pour la vraie ceinture. Ouais. Et puis pour le coup, en plus, je pense que pour l'UFC, parce que c'est vrai que Khabib a eu assez raison très certainement, mais il les met un peu dans l'embarras, ce sera un moyen pour eux de le punir, entre guillemets, en quand même remettant les choses au clair, en disant, bah écoute, on reste les patrons, donc là on te retire le titre directement. Après, bon, le problème, ce serait qu'on l'a bien vu avec ce qui s'était passé à Las Vegas, c'est que c'est un homme de principe, donc il pourrait très bien dire, bon bah plus jamais de ma vie, je combats pour l'UFC. Mais bon. Mais le truc, c'est que si vraiment, je veux dire, si je suis Tony Ferguson là, à part si c'est pour la ceinture, la vraie, parce que si c'est un intérim, on l'avait déjà strippé. Il l'a déjà fait. Exactement. On l'a déjà fait, il a déjà été strippé, aucun intérêt. À moins que ce soit pour la vraie ceinture, si je suis Tony Ferguson, quoi qu'il arrive, je ne combats pas. Vraiment. Attends, ouais, mais financièrement, parce que moi, c'est exactement, c'est pour ça qu'en Polydomso dit c'est compliqué pour Tony Ferguson.
on a beau dire ce qu'on veut, les salaires qu'il a eu pour Pettis, enfin depuis qu'il a perdu cette ceinture contre Pettis puis contre Cerrone, à chaque fois c'était pas énorme. Là, je pense qu'il a investi énormément. On le dit très souvent aussi, mais il faudrait peut-être d'ailleurs faire un podcast spécial là-dessus. Il y a quelqu'un qui nous posait la question. C'est vrai que Tony Ferguson, c'est vraiment un cas à part dans les MMA, dans le sens où il est tout seul. Donc ça lui coûte très très cher tous ces camps d'entraînement. Et là, pour le combat qui est le combat de sa vie, où il allait, je pense, avoir le plus gros salaire de sa carrière, il a dû investir des sommes colossales. Donc là, qu'ils se disent, mec, t'attends, tu n'es même pas sûr de quand tu vas combattre, parce que comme il y a Conor McGregor qui est dans le mix et t'as d'autres gars comme ça peut très bien lui passer sous le nez, et il doit être dans une situation où économiquement, il n'a pas trop le choix. Franchement, tu sais quoi, si j'étais Tony Ferguson, moi vraiment, pour pousser le fuck jusqu'au bout, tu ferais une cagnotte Tipeee? Non, je dis je prends le combat, je fais la pesée, je touche mon super salaire en négociant vraiment pour avoir le salaire, j'entre dans la cage et je tape quand je rentre. Mais non, mais si, parce que comme ça, il peut pas dire j'ai perdu, c'est juste pour dire allez vous faire foutre, ils peuvent même pas revenir sur le contrat, parce que rien ne t'empêche de déclarer forfait dans la cage, et il les baisse bien. Bon, en revanche, il n'aura plus jamais le title shot, mais il les aura bien baissés. Et ce sera un précédent, parce que là, quand même, qu'est-ce que tu veux dire? Évidemment, on lui tord le bras à Tony Ferguson. On lui dit, bah mec, attention, parce que je peux t'assurer qu'en plus, Dana White, à mon avis, il a dû lui envoyer des messages en lui disant, mec, t'as intérêt à accepter, parce que sinon, tu peux dire bye bye à tes chances pour le titre. Et je suis sûr que c'est ça. Et on va le précipiter contre un tueur, parce que même s'il ne sera pas prêt, que ce soit Dustin Poirier ou Justin Gaethje, c'est des mecs super dangereux. Surtout pour un mec comme Tony Ferguson, stylistiquement parlant, c'est dangereux pour lui. Donc franchement, c'est l'abattoir, c'est Verdun, c'est la Somme, c'est le chemin des dames, pour pas un copec en plus de ça. Donc bon, moi je dis en fait, tu as deux solutions pour Tony Ferguson. Soit il fait le brave soldat, il y va, et vaille que vaille, peut-être il gagnera pas, mais il sera jamais respecté par l'UFC, parce que s'il y a bien un truc que nous a montré l'UFC avec les bons soldats, les bons petits capitaines, style Paul Felder ou style Donald Cerrone, c'est que oui, Dana White va dire que tu es un mec sympa comme ça dans les médias, mais il va pas te faire de fleurs non plus. Hein. Il aura bien compris que tu étais la bonne poire de l'UFC, il te respectera pas, tu vois. Donc soit c'est ça, soit il refuse et il fait un fuck, mais s'il refuse, il perd le salaire, il perd le title shot, il perd tout. Moi, je te dis, fais le poids, va dans la cage et assume totalement mais attends, mais il fait ça, c'est terminé pour lui, parce que l'UFC, ils peuvent lui faire un truc. Mais c'est historique. Je suis désolé, c'est un précédent, là, pour le coup, et en plus, il donne la méthode aux gens qui le suivent derrière. Et moi, franchement, cette question, moi, elle est chiante dans tout. C'est un dossier de merde, en fait, du début à la fin. Ouais. Dès le début de la pandémie, il aurait dû dire, bon, on annule, tu vois, c'est pour le soin, même pas pour des considérations mais pour le soin des combattants. Il a voulu pousser le truc jusqu'au bout, il a commencé à vendre des trucs et tout, et là, ça devient une catastrophe. Donc, c'est la débâcle, c'est Sedan, on est d'accord, on assume, dont acte. Et moi, je pense peut-être qu'il y a un truc sur lequel ça peut émerger, ce serait positif, c'est enfin une union de combattants. Parce que là, ce serait positif. Là, ce serait nécessaire. Je suis désolé, moi, tous les mecs de cette carte, je vois ça, je vois comment c'est géré. Bah, les gars, on se met en groupe, tu vois, on s'organise, on commence à faire pression pour être remboursé de nos frais parce qu'on est quand même mené à la baguette. Et ce serait quelque chose de positif. Parce que, en fait, quand tu prends surtout que là, il y a une pause mineure dans les sports de combat globalement, donc qui risque pas grand-chose. Ben oui. Et tu vois, quel que soit l'angle, si tu dis, OK, on fait pour le. Moi, je suis d'accord avec ce que disait Rust. Hein, d'ailleurs, j'avais soumis l'idée, c'est que ce combat, il doit se faire pour le titre. Mais si le combat se fait pour le titre, on sanctionne Khabib. Ouais. C'est-à-dire, on le strip alors qu'il n'a pas perdu. Donc, soit on sanctionne Khabib, soit on sanctionne Tony Ferguson, mais c'est pas vraiment les vrais fautifs de ce bordel. Les vrais fautifs de ce bordel, c'est Dana White et c'est l'UFC et l'organisation comme ils ont fait. Donc, en fait, dans un monde juste et bien organisé, il faudrait que celui qui soit fautif répare le dommage. C'est ça qu'il faudrait qu'il se passe. Et là, l'UFC, franchement, ferait acte d'une certaine forme de paternalisme, mais un paternalisme qui serait de bonne loi, si vous voulez mon avis. S'il disait, bon, on assume, on rembourse les frais d'entraînement, de machin et tout, et puis voilà, point. Tu vois, genre, ils le feront pas, hein, je suis d'accord, ils le feront pas, mais c'est ce qu'ils devraient faire. Ouais. Parce qu'on n'a pas de nouvelles de Tony Ferguson, Guillaume. Tony Ferguson, ce matin, il a écrit, oh là là, donc je vous traduis ça, messieurs. Ce matin, il a écrit parce qu'il voit bien, le pauvre Tony, que c'est en train de partir un petit peu en sucette, tout ça. Sur Twitter, Habib, le 18 avril approche et tu te caches en Russie. Les interdictions de voyage ne m'empêcheront pas de te coller une raclée. N'utilise pas ça comme une excuse pour faire marche arrière. Tu as reçu beaucoup de lieux. Envoie-en un. Tu es toujours ma salope.
GMT. Tu vois. Mais c'est malheureux, ça, c'est malheureux. Je me dis, putain, tu vois, là, c'est encore la concurrence entre les mecs qui sont victimes de la même oppression. Je me mets à parler comme un putain de marxiste, mais c'est vrai, tu vois. Mais en revanche, ça me fait mal au cœur de lire ce message, surtout s'il date de ce matin-là. Tu vois, c'est pour ça qu'on aime Tony, c'est pour ça que. Et il va encore se faire enculer, quoi. C'est malheureux. Franchement, c'est malheureux. Ça fait mal au cœur. Non, c'est triste. C'est triste dans tous les côtés parce que bon, on sait ce qui va se passer. Je veux dire, si Tony n'annule pas, il va combattre un mec qui aura la dalle et qui touche rien, genre Dustin Poirier ou Justin Gaethje. Et voilà, et finalement, en fait, la leçon ne sera pas enregistrée. Et bon, moi, dans ce cas-là, ce que je peux souhaiter, c'est que Tony gagne. Mais ça me ferait chier que. Parce que tu vois, encore un perdant, si c'est Justin Gaethje qui perd, il n'aura jamais de title shot, tu vois. Il sera expédié, quoi. C'est quand même ultra malheureux, hein, la situation à laquelle on se trouve. Alors que si dès le début on avait dit bon bah c'est pas grave, on attend jusqu'à novembre, bon c'est la pandémie quand même, hein, je veux dire. Mais en fait c'est ça, mais finalement en fait je pense qu'il faut revenir au début et c'est pourquoi, vraiment pourquoi, parce que ça peut pas être que pour la relation avec les actionnaires, la relation avec ESPN. Pourquoi est-ce que Dana White a absolument tenu, vaille que vaille, coûte que coûte et mordicus, à maintenir cet événement quand même les autres organisations les plus énormes de la planète dans tous les sports ont décidé d'arrêter? Mais je pense que lui directement, il s'en rend pas tellement compte parce que là, c'était une interview qui est sortie il y a pas très longtemps. Non, je crois qu'il a participé. C'est le podcast. J'ai peur de dire. Je crois que c'est le podcast de Frank Warren, le copromoteur de Tyson Fury, ou alors une autre interview. En gros, il a dit dans quelques mois, on va se rendre compte qu'on a été complètement stupide d'avoir cloisonné les gens chez eux pendant des semaines. Donc, enfin, pour lui, je pense qu'il se rend vraiment pas compte du sérieux de la menace du coronavirus et que même aux États-Unis, c'est quand même en train de devenir vraiment hyper préoccupant. Et à mon avis, pour lui, c'est pour ça qu'il fait l'événement. Et en plus, on connaît quand même un petit peu Dana White, hein, de temps en temps, ça a vraiment servi l'UFC, mais c'est vraiment quelqu'un qui a des principes. Quand il a une position, quand il adopte une position, il essaie de la garder aussi longtemps que possible. Exactement. Et là. Après, tu vois, si ça s'était fait, il y a peut-être ça aussi, il a peut-être fait le pari du joueur de poker de se dire si ça s'était fait, c'était unique. Je veux dire, là pour le coup, il pouvait dire moi, j'ai organisé un truc alors qu'il y avait la peste noire à côté. C'est quand même quelque chose qui était assez. Bon, là, ça se casse la gueule, mais bien violemment, c'est ça qui est assez marrant. Ça backfire, tu vois. Et ça, moi, j'aime bien quand ça backfire, mais ça fait chier quand même, quoi, pour les combattants. Et encore, enfin, là, les gars, je pense que c'est parce que ça n'a pas eu lieu que ça n'a peut-être pas encore eu, parce que j'en ai pas entendu parler nulle part. Quand McGregor a ses frasques et qu'il explose des dollies sur des bus, même dans le monde, tu as des nouvelles, tu vois. Mais là, il n'y a eu aucune nouvelle de ce truc-là, et à raison, tout le monde s'en branle. Mais je veux dire, enfin, disons, dans le grand public, et je veux dire, si jamais le truc avait eu lieu, parce que là, on est en train de dire, si jamais ça s'était fait, ça aurait été incroyable et ça aurait marqué l'histoire. Peut-être que oui, positivement, peut-être que aussi, si ça avait eu lieu, littéralement, tous les yeux du monde étaient braqués sur le seul événement sportif de grande envergure qui a lieu sur la planète pendant qu'il y a, la peste noire. Et je pense que ça aurait aussi pu, le lendemain, dans tous les journaux, avoir une très, très, très sale réputation d'avoir fait ça. Tout dépend, parce qu'apparemment, c'est Francis Ngannou qui l'a dit aussi, hein, que l'UFC avait énormément pris soin de lui. Même chose pour Johanna Jedrzejczyk. Oui, par exemple. Donc, tu vois, ils auraient pu mettre ça en mode on a effectivement, tu vois, testé tous les mecs, on s'est assuré que. Enfin, l'UFC oui, mais apparemment, tu vois, par exemple, Francis Ngannou a été testé, mais apparemment, Rozenstruik, il n'a pas été testé, lui. Et du coup, c'est ça qui. On peut même pas dire, parce que, en fait, je suis d'accord avec toi. Si dès le début, ils avaient fait un truc à 100%, où ils avaient testé tous les combattants, ils avaient été ultra réglo, ils avaient été vraiment organisés et vraiment méthodiques, scolaires et organisés, effectivement, ça aurait peut-être eu un côté stylé en mode la raison pour laquelle ils le maintiennent, c'est parce qu'ils gèrent, c'est parce qu'il y a quelqu'un à la barre qui savent exactement où ils vont, qu'ils le font et qu'ils le font bien, qu'ils sont en sécurité. C'est impressionnant. C'est pas l'impression que ça donne en fait. Du coup, je sais même pas si ça aurait eu un côté un peu stylé parce qu'ils ont même pas l'air de savoir exactement comment gérer au niveau. Non, mais mec, je vais te dire, moi, ce qui s'est passé, c'est que ils ont dû faire un calcul d'actuaire à la con, tu vois, où ils ont dû se dire, bon, quel est le risque qu'il y ait un mec qui tombe malade? Quel est le risque qu'il nous fasse un procès et qu'on perde de l'argent? Qu'est-ce qu'on perd? C'est A fois B
égale le manque à gagner si on maintient pas l'événement. Si A fois B c'est inférieur au manque à gagner, bah on maintient l'événement, quoi. Tu vois, c'est tout. Ils ont dû faire ce calcul-là parce que il y a que ce logiciel-là qui comprennent. Et ça fait chier, quoi. Ça fait chier. Ça fait vraiment, vraiment chier. Encore une fois, c'est écœurant que ce soit des athlètes professionnels qui en pâtissent, quoi. Bon, après, j'ai envie de dire, c'est l'occasion ou jamais de se réveiller, quoi, parce que bon, s'ils avaient besoin d'un exemple supplémentaire du manque de considération dont ils font l'objet, je veux dire, voilà, quoi, c'est la preuve. Vous n'êtes que du bétail, les amis. Il est temps de vous en rendre compte, quoi. Ouais, mais l'UFC, je pense qu'ils vont quand même trouver un moyen. Je pense que tu vois, dans le pire des cas, on aura Francis contre Rosenstruck en main event. Ils trouveront un moyen. Là, Et tu penses que ça va vendre? Ça va faire un bid, hein. Moi, je suis désolé. Ça va faire un bid, mais un peu comme tu vois. Souviens-toi, l'UFC Brasilia, tu vois. Honnêtement, ils auraient très bien pu annuler cet événement-là parce que clairement, tout le monde tout le monde s'en foutait. À part les fans que nous sommes. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y avait pas des incidences énormes sur la catégorie lightweight. Et pourtant, l'UFC, alors que tout était shutdown, a voulu faire cet événement-là. Là, je pense que c'est la même chose. Là, ils en sont au point. Donc, Ariel Helwani vient de dire. Donc là, l'UFC a considéré de faire Ousmane contre Masvidal. Finalement, apparemment, ça a peu de chances de se faire. Mais voilà, là, ils sont quand même, les gars, toujours en mission, les gars. Ouais, mais bon, tu vois, j'ai envie de dire, l'UFC Brasilia, on n'avait pas d'attente, quoi. Je veux dire, on s'en foutait. C'était pas super important. Là, c'était la carte de l'année, quoi. Plus ou moins. En tout cas, la rencontre de l'année. Donc, moi, je suis désolé. C'est une chose de se prendre un lapin à un rendez-vous. C'en est une autre quand tu es censé avoir rendez-vous avec Abella Danger et que tu te retrouves avec Mimi Mati au bout, quoi. C'est pas pareil, tu vois. Genre. Je suis désolé. C'est vrai, mais c'est vrai. C'est vrai. Et tu peux habiller le truc tant que tu veux, tu peux lui mettre tout le rimel que tu veux et la lingerie sexy que tu veux, ça changera rien, tu vois, ça changera pas au fait que tu seras dégoûté à l'arrivée, quoi. Oui, mais comme l'a dit Rust avant, c'est souvent les petites cartes qui délivrent le mieux. Donc je mets une petite pièce sur Mimimati quand même pour faire le taf. Non, mais oui, alors en revanche, indépendamment de ça, pour filer la métaphore, non, indépendamment de ça, ça n'empêche pas qu'il y aura peut-être de très beaux combats. Mais ça me ferait presque chier qu'il y ait de très beaux combats, tu vois. Ce serait contre-productif dans ce moment-là. Là, ce qui serait bien, c'est que ce soit un désastre à tous les niveaux, quoi. J'ai envie de dire. Bon, les auditeurs auront compris que je suis vert, je suis dégoûté, je suis peut-être pas très objectif là sur ce podcast. Bah ouais, à prendre avec des pincettes ce que je dis, hein, évidemment. Non, mais ça peut se comprendre, Polydamso, parce que vous représentez aussi une part de ces fans de MMA qui, là, mine de rien, en cette période de confinement, attendaient le 18 avril comme. Comme on attend Noël, quoi. Et puis en plus, c'est vrai que comme beaucoup de fans de MMA, ce qui est le plus rageant, c'est le côté on ne comprend pas vraiment ce qui se passe en fait. Ouais. C'est le côté pourquoi mettre autant d'entrain à nous vendre quelque chose et à nous prévoir quelque chose d'incroyable si il apparaît quand ça tombe à l'eau et quand ça part complètement en cacahuète, qu'il n'y avait pas vraiment d'organisation précise dès le départ en fait. Et enfin, pour moi, c'est ce côté-là un peu qui me gêne. C'est le côté, je suis déçu qu'on m'ait vendu un truc aussi incroyable et qu'ils allaient tout faire pour, alors que visiblement, ils n'ont jamais eu aucune garantie à aucun stade du truc, en fait. Ouais, ça me gêne. Putain. Bon, Kamaru Usman, les gars. Kamaru Usman vient de tweeter à l'attention de Jorge Masvidal, commence à cuter le poing enculé. Peut-être qu'on tient quelque chose. C'est sérieux, là? Ouais, c'est vraiment sérieux, là. Mais il est blessé, en plus, Ousmane. Bah, apparemment, non. Apparemment, ça va mieux, sa main. Apparemment, sa main va mieux. Donc, sûrement, quand ce podcast va sortir, l'UFC aura trouvé le main event, mais bon. En tout cas, là, on est le 30 mars. C'était prévu pour le 18 avril? Oui. Ouais, c'était 18 avril. 18 avril. Ouais. Bon, après, il reste encore l'option pour Khabib de faire une petite pétition auprès de Poutine pour déroger aux règles. Mais oui, mais justement. Le mec qui revient sur toute sa diatribe avant en disant que l'événement ne devait pas se faire, tu sais, juste pour. Mais justement, par rapport à. La palinodie, la totale, tu vois. Genre. Mais justement, par rapport à ça, moi, vu ce qui se passe avec Abdulmanap qui commence, alors c'est ce que tu disais Guillaume, qui commence déjà à dire on va s'expliquer dans une interview un peu plus tard, etc. Ouais. Il n'a pas l'air d'être dans l'optique putain, qu'est-ce qu'on peut faire, on y va, qu'est-ce qu'on a comme solution. Il apparaît qu'il est déjà dans l'optique, bon, c'est foutu,
on va maintenant prendre le temps on s'arrête, on arrête tout, on respire et on va expliquer pourquoi ce qui s'est passé. Tu vois. Évidemment, Parce que c'est pas du tout le style. Évidemment. Non, mais je style disais ça, Habib, c'est pas l'improvisation arrache. Ouais. C'est ça, boutade, en mode boutade. Non, bien sûr, mais je veux dire, on sait, mec, on sait pas. Enfin, honnêtement, ça m'a traversé l'esprit tout à l'heure de me dire, mais attends, il est en Russie, il a des contacts quand même avec Poutine qu'il rencontre régulièrement. Poutine est fan de MMA. S'il y a bien une grâce présidentielle, et d'autant plus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les gars, c'est pas, il prend pas des Airbus avec tous les fifous pour aller à un combat. Il prend des jets privés. Là, t'affrètes un truc par Poutine, t'envoies. Comment elle s'appelle déjà la marine russe là, les fantômes noirs ou je sais pas trop quoi. Il y a les Spetsnaz qui sont les forces spéciales, mais en gros il y a un nom pour apparemment la marine russe et je sais plus, la mort noire je crois. Donc t'envoies un jet privé, quelques mecs de la mort noire dedans pour assurer la sécurité, tu te mets bien, t'envoies les mecs n'importe où que ce soit, en Alaska s'il le faut ou en Antarctique, ça pourrait se faire en fait. Mais le fait que effectivement Abdulmanap soit déjà dans le après, bon voilà, ça veut dire qu'il a c'est pas lâcher l'affaire, c'est pas du tout le terme que je vais utiliser, mais il a déjà fait son deuil. Il a acté ce qui s'est passé. Bon. Non, mais c'est un homme sage, hein, j'ai envie de dire, pour le coup. Tu vois, quand dans le désastre, là, ambiance, c'est bien de prendre son temps et surtout pas faire ce que je suis en train de faire, de surtout pas réagir à chaud comme ça. C'est bien de prendre. Mais non, temps en temps, Polydomso. C'est pour ça qu'Abdulmanap est Abdulmanap et que Polydomso n'est que Polydomso. Quand l'émotion de Polydomso part, on a deux nouvelles news, messieurs. Nico Price est prêt. Nico Price est prêt à sauter la carte. J'ai envie de dire tant mieux pour lui. Quoi. Enfin, et Masvidal a répondu à notre cher Kamaru Usman. Tais-toi, Ali, écrire des tweets pour tes clients. La seule chose que je vais cutter sera la tête de ton gars. Et il ne m'aurait pas pris en 7 weeks notice. Donc il va pas m'affronter en 2 weeks notice. Et voilà. En tout cas, c'est là où c'est quand même une bonne chose ce coronavirus, c'est que les mecs sont tellement coincés sur leur chiotte que grosso modo, les tweets ils sont instantanés et ils se répondent en instantané aussi. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais presque l'opportunité de faire un live réaction sur les échanges. Allez, on se lance. Exactement. Bref, en tout cas, les gars, pour la 5e fois, ça y est. Moi, je pense que c'est fini. Je pense que c'est fini. Mais c'est quand même, mais quand même, moi, le dernier truc qui me frappe, c'est que si c'est vraiment confirmé, là, ça a l'air vraiment, mais que Habib est forfait, il aura déclaré forfait, enfin, plus ou moins, annoncé qu'il ne peut pas participer à l'événement lors d'un Instagram live. Enfin, je veux dire, ça veut dire quoi? Imaginez si rien ne s'était passé. Il y a Dana White qui aurait fait son annonce, on va faire l'événement à Miami, et en gros, je sais pas moi, le lundi, en fait, non, je peux pas partir de Russie. Enfin, ça fait quand même très, très bizarre comme gestion. Ouais, mais à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, moi, je pense en plus que c'est assez malin parce que tu passes pas par un attaché de presse, par tout le circuit qui peut te démotiver, te dire non, fais pas ça, donc tu as moins d'obstacles et d'autocensure. Là, tu peux faire tu contrôles le truc, vraiment direct, tu le contrôles. Et en plus de ça, tu as très rapidement une caisse de résonance que tu n'as peut-être pas quand tu passes par un fifou comme Abdelaziz où la moitié des trucs qu'il dit sont pas relayables. Tu vois. Là, c'est lui, il s'adresse directement à sa communauté, aux gens qui le suivent. Et donc, du coup, il y a peut-être des millions de gens on peut imaginer des millions, il y a je sais pas combien de millions d'abonnés sur Instagram, qui vont lui dire oui, tu as eu raison de faire ça et tout. Donc, il a tout de suite une force de frappe. Là, on parlait en plus, on a parlé dans une de nos discussions, je ne donnerai pas la date, mais du fait d'utiliser les nouveaux médias et les nouveaux moyens offerts par la technologie. Moi, je pense que c'était quelque chose de, certes, pas conventionnel, mais finalement plus malin que de passer par les circuits, on va dire, traditionnels. Ouais. Rust. Ouais, je crois qu'on y est. Hein. Allez, c'est le endgame. Bon, les gars, j'espère qu'on va avoir droit à de belles recommandations pour nous redonner le sourire. Oh putain, du coup, j'étais tellement vert, tellement énervé, tellement, tu vois, donc du coup, je vais pousser le seum jusqu'au bout. Je vais faire une recommandation d'un combat absolument honteux qui va vous foutre les boules. C'est ouais, ça pourrait être ça parce que c'est un peu du même acabit. Et je le dis avec tout le respect et toute l'admiration pour les acabis.
l'un des participants qui est une légende, et ce combat n'ôte rien absolument à son héritage. Mais ce combat, il fallait pas l'organiser pour le coup. C'est le dernier combat, enfin un des derniers combats de Le Banner en kickboxing contre Carl Robertson, Ah qui oui, est, oui. c'est une pantalonnade à tous les niveaux. Ce combat. 2015 à Saint-Tropez, et c'est d'ailleurs c'est Le Banner qui s'impose. Mais... Ah non, ouais, mais bon, là pour le coup, c'était censé être son combat du jubilé, organisé à la maison contre un mec qui n'avait pas fait de combat en kickboxing jusqu'à ce combat-là, qu'il avait pris en plus sur un petit délai et en sous-poids, et qui aurait dû gagner contre Le Banner. Et enfin, il y a plein de trucs qui s'enchaînent. Et en fait, la soirée, elle cristallise tout ce qui ne va pas en fait dans la gestion du sport, plus particulièrement en France, parce qu'en plus, on a une espèce de vient s'ajouter à ce désastre le microcosme culturo-mondain, parce qu'on a un Joey Star complètement arraché à la manœuvre et tout. Enfin, on a tout ce qui va pas. Rien ne va dans ce combat. Donc je pense que c'était un combat, et avec tout le respect, toute l'admiration, j'espère que au fur et à mesure du confinement, je pourrais rendre plus hommage à la carrière de Le Banner, qui est une énorme carrière. Mais ce combat, c'est un combat, voilà, c'est un combat comme on n'en veut pas. Enfin, en tout cas, à mon sens. Et pour la reco culture, alors moi, je vais recommander. Alors, c'est une recommandation spéciale Polydomso qui n'engage pas la sueur. Je le dis en propos liminaire. Je vais recommander une chaîne de YouTube que j'aime beaucoup, qui me plaît beaucoup. Alors, si je fais ce propos liminaire, c'est parce que elle s'est depuis la maladie du coronavirus, l'épidémie, la pandémie, elle s'est spécialisée là-dessus, alors que c'est pas du tout son sujet à la base. Son sujet à la base, c'est plus culture, cinéma, série et tout le tout team, jeux vidéo même. Là, elle s'est reconvertie sur le coronavirus, mais à la limite, vous n'êtes pas forcément obligé de suivre ces derniers trucs, mais je pense qu'ils ont la légitimité pour en parler, parce qu'ils en ont parlé depuis le début, c'est-à-dire depuis janvier. C'est pas des résistants de 45, tu vois, qui ont commencé à en parler quand tout le monde était chez soi à se faire chier, tu vois. Donc là-dessus, je leur rends hommage. Alors la chaîne, ça s'appelle Padawan HD. Il y a plusieurs intervenants. Moi, mon intervenant fétiche, mais après, c'est à vous de voir. Donc, ils ont plein de trucs, c'est très varié. Ils font de la critique cinéma, ils font plein de trucs. Mais moi, mon intervenant fétiche, c'est les lives de Joachim. Retenez bien ça. C'est des vidéos de 3 heures où tu as un mec, on ne sait pas qui c'est, Joachim. Il entretient un flou sur son identité. Mais tu peux l'écouter pendant 3 heures. Ce mec, il est brillant, il est intelligent, il te parle de tout. Il a fait une critique de Shining, il a fait une critique de 2001, l'Odyssée de l'espace. Il est très brillant, très culte. Enfin, il a une grande culture. Moi, je peux l'écouter pendant des heures quand je nettoie chez moi et tout. Donc, petite reco si vous avez des heures à tuer. Padawan HD et les lives de Joachim. Alors, mon cher Rust. Oula. Mais non, mais... Bon, il faudrait que je m'y mette. Mais disons, moi, je fais toujours les mêmes exos tous les jours, en fait. Du coup, bah non, ce sera toujours pareil. Je sais pas quoi dire. Bon, eh bien, moi, je vous conseille. Petit coup de. Oui, bah, allez, on va mettre en lumière notre cher Smart Fight, a.k.a. Nicolas Hott, qui était invité du podcast il y a un mois, qui a lancé son programme confinement. Très intéressant. Voilà, donc c'est le meilleur nutritionniste d'Europe pour MMA, Monsieur 100% Weight Cutting. Vous pouvez regarder sur smartfight.fr sur Instagram. C'est intéressant, il fait des superbes stories si ça vous intéresse un petit peu de vous renseigner sur tout ce qui est nutrition, sport, performance. Et puis là, en plus, son programme confinement, suivi par les meilleurs athlètes de MMA en France et ailleurs. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil. On a commencé. Bon, je peux vous dire que c'est assez intéressant. On enverra les nudes d'ici 6 semaines pour vous montrer les résultats. Voilà. Bon, bah, messieurs. Allez. À la prochaine. Et bonne soirée quand même. Soit.